Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. 15 ans après avoir été assassiné, le commandant Massoud hante encore le Panjshir, vallée du nord-est de l'Afghanistan, qu'il a défendu toute sa vie contre l'invasion soviétique, mais aussi contre celle des talibans. Aujourd'hui, son fils Ahmad Massoud se veut le dépositaire du lion du Panjshir. Nos reporters Constantin Simon et Nazir Afzali sont allés à la rencontre de celui qui se présente comme le nouveau chef de file des Moudjahidines afghans. Il ne faut pas se leurrer sur les terroristes. Ils sont installés ici, mais leur influence s'étend dans le monde entier. Ben Laden est en Asie centrale, mais il a des réseaux partout. 15 ans qu'il les a quittés. 15 ans qu'ils sont en deuil. Figé dans son image, Ahmad Shah Massoud, le lion du Panjshir, légendaire chef des Moudjahidines afghans. Pour le 15e anniversaire de sa mort, ils sont venus des 4 coins du Panjshir et même des régions voisines. Je rêve souvent du commandant Massoud, je l'imagine qui mange des fruits et l'odeur de ce rêve est celle du paradis. Il nous manque cruellement. S'il était là, notre pays ne serait pas à la dérive. Soudain, la foule devient incontrôlable. Le numéro 2 du gouvernement, le docteur Abdullah Abdullah, est arrivé depuis Kaboul. C'était l'un des plus fidèles lieutenants du commandant Massoud. La crainte de tous, qu'un kamikaze en profite pour un nouvel assassinat. Faites attention à ces jeunes armés là-bas. Beaucoup d'armes circulent en Afghanistan, beaucoup d'armes dans cette région ravagée par 30 ans de guerre. Au milieu des vétérans de la guerre, un jeune homme discute avec les anciens. Ahmad Massoud, 27 ans, le fils du défunt commandant. Nous quittons la cérémonie dans le convoi de celui qui incarne l'avenir du Panjshir. Le Panjshir, la vallée des lions, un havre de paix dans un pays ravagé par près de 30 ans de guerre. Ici, pas de talibans. Les Panjshiris les ont toujours haïs et combattus. Peuple fier et féroce, à l'image du commandant, l'homme qui a repoussé les soviétiques dans les années 80, puis les talibans dans les années 90. Depuis, les fruits, les fleurs sont revenus dans cette vallée dévastée. La guerre n'est qu'un souvenir que les Panjshiris chérissent, comme leur passé glorieux. S'il y a un lieu incontournable au Panjshir, c'est la maison d'Ahmad Massoud. Tout a été laissé en l'état. Le maître est parti, mais son ombre est partout. Cette pièce mythique, le quartier général du commandant Massoud, nous la visitons avec son fils. Quand vous entrez dans cette chambre, cette maison, tout paraît si réel. Moi, je m'asseyais toujours là, parce que je voulais apprendre de mon père. Comment il bougeait, comment il parlait. J'étais si curieux de lui. Je souhaite faire de cette petite maison, les bâtiments voisins et le jardin, un musée. Et tout garder exactement comme c'était à l'époque de la résistance et de la guerre. Parce que je veux que les gens n'oublient pas cette époque. Si la guerre est finie au Panjshir, le clan Massoud reste traumatisé par l'assassinat du commandant. D'où cette garde rapprochée. Du père, ils sont passés au fils. Leur barbe, aujourd'hui grisonnante. Pour eux, c'est une question de loyauté. Ils sont juste une partie d'une communauté bien plus nombreuse, les Moudjahidines. Nous sommes plus d'1 million en tout. Et si j'ai besoin d'eux, ils viennent tous. Son aura le précède. À 12 ans déjà, il est apparu à la tête des Moudjahidines, mascotte juchée sur le char tirant le cercueil de son père.
Aîné de 5 sœurs, Ahmad devra renoncer à son rêve de devenir astronome. Il est devenu l'unique dépositaire de la légende du plus célèbre des Moudjahidines. Un père avec qui la ressemblance est troublante. Le même regard châtain, le même visage. Et même s'il a fait ses études au King's College de Londres, les Panchiri n'ont jamais discuté sa destinée. Si cet héritage ne reposait que sur mes épaules, ce serait dévastateur, tellement lourd à porter. Mais heureusement, ce n'est pas que de ma responsabilité. L'héritage de mon père ne m'est pas seulement transmis, il l'est à toute une génération, à toute l'humanité en fait. Une génération qui entretient farouchement la mémoire de la guerre et des victoires. Les routes du Panjshir sont jonchées de chars soviétiques, vestiges du combat héroïque des Moudjahidines. Nous avons retrouvé l'un de ces combattants, ces hommes qui ont réussi à repousser ce qui était à l'époque la plus puissante armée du monde. L'ancien Moudjahidine a voulu nous montrer comment il avait abattu l'un de ces chars. On a tiré dessus, puis il a pris feu. Il y avait 13 Russes qui brûlaient à l'intérieur. Moi, j'étais caché. Je regardais s'ils étaient en vie ou pas, s'ils allaient me tirer dessus ou pas. Ça, c'est l'histoire de notre djihad. Aujourd'hui encore, nous sommes connus comme des combattants. Nous avons combattu et abattu des monstres comme eux, et nous les avons gardés en souvenir pour que nos enfants n'oublient pas. Ne pas oublier cette guerre qui a été l'une des plus violentes de l'histoire du pays. 1 million de morts dans tout l'Afghanistan. Pendant qu'on combattait dans la rue, nos enfants et nos femmes se cachaient ici. Ça nous rassurait de les savoir là. Nous, on se battait pour défendre des trous, pour défendre nos enfants et nos femmes. Il y a plein de trous un peu partout dans la vallée. Les Russes envoyaient tellement d'avions nous bombarder. Certains jours, il en volait plus de 200. Après avoir vaincu les Soviétiques, les Panjshiri du commandant Massoud ont dû continuer le combat contre d'autres factions moudjahidines et contre les talibans qui en 1996 prennent Kaboul. Une guerre sans fin pour laquelle beaucoup estiment ne pas avoir été suffisamment remerciés. Alors que nous avons défendu le pays contre toutes sortes d'envahisseurs, nous n'avons jamais reçu la moindre compensation financière. On enterrait nos enfants avec nos propres mains, puis on repartait au front. Mais aujourd'hui, ceux qui occupent des postes importants, pendant la guerre, ils étaient à l'étranger, en Europe et aux États-Unis. Alors que nous sommes des citoyens de seconde zone. Après 30 ans à guerroyer, Coco Asghar a abandonné le pakol, célèbre chapeau des Moudjahidines, pour revêtir un autre uniforme. Chaque boîte produit 5 à 15 kilos de miel. 1 kilo de miel se vend près de 13 €. Avec une quarantaine de boîtes, Coco engrange donc un salaire confortable. Dans aucune des 36 provinces de l'Afghanistan, vous ne trouverez un miel au goût et à la qualité aussi bonne que celui du Panjshir. Il y a quelque chose dans l'air, le climat, les plantes sauvages, quelque chose de mystérieux qui permet d'obtenir cette qualité incomparable. Donc de plus en plus de gens se tournent vers l'apiculture. Vous savez, les abeilles sont un peu comme les Afghans. Si on les attaque, elles savent se défendre. Mais vous, ne vous inquiétez pas, elles ne vont pas vous faire du mal. Je leur ai dit de ne pas vous attaquer. Adoucir l'image des Moudjahidines, trop souvent comparée aux seigneurs de guerre, c'est le projet d'Ahmad Massoud que nous retrouvons lors de sa première réunion politique. Une mise à l'épreuve face à des politiciens qui ont 2 fois son âge.
Les Occidentaux parlent toujours de nous comme de guerriers, de gens violents, de meurtriers. Je veux leur montrer une autre image, que nous sommes des gens respectueux et disciplinés. Je vous promets que le peuple d'Afghanistan est à 100% derrière vous. Nous sommes vos soldats. Nous n'avons aucun problème avec votre âge. Pour nous, vous êtes comme votre père. Je me souviens, après l'assassinat du commandant Massoud, on se réunissait ici, mais on n'avait plus rien en tête, plus rien à se dire. Aujourd'hui, j'ai rencontré Ahmad Massoud et je remercie Dieu. C'est comme si le commandant était ressuscité dans son jeune âge. Ça me remplit de joie. Ses mouvements, sa manière de parler, tout ça, je l'ai vu dans le visage de Massoud. J'ai retrouvé l'espoir. Ce pays a enfin un chef. Ahmad reprendra la place de son père, j'en suis sûr. Plusieurs diplomates et journalistes étrangers sont venus saluer le jeune homme. Félicitations pour votre mariage. Merci, c'était des fiançailles, mais merci beaucoup. L'ambassadeur de France a fait le déplacement. Mais pourquoi ces liens entre la France et Massoud? Il remonte en fait aux études que le commandant Massoud a fait au lycée Istiklal à Kaboul, qui est un lycée francophone, et surtout à l'engagement des médecins français, comme Bernard Kouchner par exemple, qui sont venus au Panjshir aider la résistance afghane contre les soviétiques et qui ont soigné pendant une dizaine d'années les blessés, les combattants panjshiris blessés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fascination, un certain romantisme pour le clan Massoud? Oh, je ne sais pas si c'est du romantisme, mais comme vous savez, en France, on aime bien la résistance. Ahmad aime aussi rappeler que son père a fait de la politique et combattu l'obscurantisme et le totalitarisme. Dans la vision politique de mon père, il y avait deux choses essentielles. Il voulait établir la démocratie en Afghanistan et garantir de vraies élections. Honnêtement, moi je veux apporter d'abord la paix à l'Afghanistan, la sécurité et l'indépendance. Autre stèle posée par son père que l'héritier veut consolider, l'éducation. Cette école de filles a été créée par le Lion du Panjshir en 1999. Un acte de résistance à une époque où les talibans avaient banni l'accès des Afghanes à l'éducation. Sur les murs, l'histoire de Massoud prend plus de place que les règles d'arithmétique. Dans un pays où seuls 15% des femmes savent lire et écrire, le combat de Massoud pour l'éducation a fait du Panjshir une province modèle. Mes merveilleux élèves, je voudrais que vous compreniez que Massoud n'était pas qu'un personnage militaire, mais bien une figure culturelle et sociale aussi. Vous savez que les talibans ne laissaient pas les filles aller à l'école. Ils fouettaient celles qui essayaient d'étudier. À l'inverse, le commandant Massoud, notre héros national, a ouvert cette école où vous pouvez étudier. Pendant la guerre, les enfants étudiaient sous les arbres, dans les montagnes et les mosquées. Mais aujourd'hui, nous avons de belles écoles et c'est plus facile. La région reste pourtant très rurale et conservatrice. Mais face à l'avancée des talibans partout dans le pays, la vallée du Panjshir fait bien figure, encore et toujours, de bastion de la résistance. Et si les adolescents vénèrent encore Massoud, les plus jeunes, eux, ont d'autres rêves. Moi, je suis fan de Ronaldo et de Messi. Moi, je veux être ingénieur. Moi, docteur. Moi, footballeur. Moi aussi, footballeur. Personne ne veut être Moudjahidine? Non, c'est la paix maintenant au Panjshir. La paix, pour combien de temps? Plusieurs districts voisins du Panjshir sont déjà en train de passer sous le contrôle des talibans. Le fief du commandant Massoud devra peut-être un jour reprendre les armes. Les Panjshiris, eux,
se disent prêts. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. En Centrafrique, l'opération française Sangaris a officiellement pris fin, mais la guerre civile qui a déchiré le pays laisse encore bien des traces. Durant le conflit, entre 6 et 10 000 enfants soldats ont été enrôlés dans les différents groupes armés. Aujourd'hui, plusieurs programmes de réinsertion ont été montés pour ramener ces enfants à la vie civile. Reportage de nos envoyés spéciaux Patrick Fondio, Zigoto Tchaya et Édouard Dropsy. Et au tableau, on a dit que tous les députés travaillent où? À l'Assemblée nationale. Ce pourrait être une classe ordinaire dans un banal établissement centrafricain. Mais celui-ci accueille un programme spécial pour ex-enfants soldats. Sur les bancs de cette école, d'anciens combattants anonymes, comme Théodore, à peine majeur, venu apprendre le code de la route. Là, c'est le passage de piétons, c'est là. Ça, c'est le passage de piétons. Là, c'est le panneau qui annonce un danger. Quand tu conduis un camion, arriver sur ce panneau-là, ça indique un danger. Dans cette classe, le début de sa nouvelle vie avec un rêve, devenir chauffeur de camion, le métier qu'il s'est choisi après avoir été démobilisé il y a quelques mois par son groupe armé. Oui, je suis là parce que moi je suis ex-combattant, je suis à l'âge de 17 ans. Donc jusqu'à la fin d'année, le métier c'est bien, le métier peut me permettre de subvenir dans la vie, je trouve quelques travail à faire. Trouver du travail à ses ex-enfants soldats, l'obsession de Thierry, chef de ce projet d'insertion professionnelle. Du travail pour faire disparaître chez eux la tentation de reprendre les armes. Le but de la formation, c'était vers la fin qu'on puisse réinsérer de ces enfants dans la société, dans la vie civile. Donc, vers la fin de la formation, ces enfants doivent bénéficier de kits de réinsertion pour chercher à s'installer et à chercher leur pain quotidien. Par exemple, ceux qui ont opté pour la couture, chacun ou chacune doit avoir au moins une machine à coudre avec les outils et puis quelques habits pour qu'ils puissent commencer à faire les confections, à se lancer. Des ex-combattants désormais loin des armes, mais vivant dans une capitale centrafricaine toujours sous tension. Sur la chaussée, des voitures calcinées, séquelles des dernières émeutes. De brusques flambées de violence, de quoi raviver des souvenirs douloureux chez Sonia, enrôlée dans les milices chrétiennes anti-Balaka après avoir vu sa famille décimée par les groupes armés musulmans de la Séléka dans la région de Damara, au nord de Bangui. Quand j'étais à Damara, on est bien avec la famille, papa et maman. Et quand les Séléka sont venus, ils ont tué tous mes parents. Et c'est ça qui me fait pas bien et que j'ai entré dans le groupe anti-Balaka. Et dans le groupe anti-Balaka, je suis morale dans le groupe anti-Balaka. Je suis comme cuisinière parce qu'ils ont tué tous mes parents. Je n'ai rien à manger. C'est pourquoi je suis obligée de rentrer dans le groupe anti-Balaka. Désormais orpheline, Sonia a eu la chance de trouver une seconde famille, un nouveau foyer avec un père et une mère d'adoption qui l'ont récupérée quand elle a été libérée par son groupe armé, avec nulle part où aller. Les parents qui m'ont accueilli ici, ils m'ont trouvé à l'église en train de pleurer parce que quand j'étais à Bangui, je n'ai personne ici. Je suis en train de pleurer. Je dis que mais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir. Je n'ai personne ici. Qui va me donner à manger? Qui va prendre soin de moi? Et je commence à pleurer comme ça. Et j'ai trouvé les parents qui sont ici. Ils s'approchent de moi. Ils commencent à me poser des questions. Et je leur réponds. Et c'était comme ça qu'il m'a accueilli ici. Dans leur modeste demeure, Abel et Martine n'ont pas hésité à recueillir Sonia, un couple de fonctionnaires retraités, conscients de l'importance de ne pas laisser ses ex-enfants soldats dans la rue, par un souci d'humanité et de sécurité.
Mais vous savez qu'en vivant dans des zones où il y a des atrocités, les enfants sont toujours des innocents. Donc nous aussi, nous avons des enfants. Alors mieux vaut le prendre, ce qui est arrivé à ces enfants-là peut arriver aussi à nos enfants. Et comme un de nos enfants a été tué dans les combats, nous avons ces orphelins ici. Mieux vaut les récupérer ceux-là pour, pour les rééduquer, pour qu'ils soient parmi nous, quoi. Ces enfants-là, si on les laisse comme ça, bon, ils risquent de se perdre pour toujours. Malgré sa formation en informatique, Sonia est toujours sans travail, ainsi que plusieurs centaines d'ex-enfants soldats revenus du front comme ceux-là. Des milliers d'autres seraient encore aux mains de groupes armés dans des régions toujours soumises à la loi des milices et à la terreur des seigneurs de guerre. Direction l'Afrique du Sud, où les universités du pays font face à une grogne massive d'une part des étudiants. Voilà plus d'un mois que les manifestations sont quasi quotidiennes sur les campus. Et certaines débouchent sur des scènes d'émeutes et de violence. Les protestataires réclament une éducation supérieure gratuite, arguant que les frais universitaires perpétuent les graves inégalités socio-économiques qui caractérisent la nation arc-en-ciel. Une contestation qui a commencé après que le gouvernement sud-africain ait annoncé une hausse des frais universitaires pour la rentrée 2017. Faisons le point au Cap avec notre correspondante Caroline Dumais. Scène de la vie quotidienne à l'université du Cap. Depuis plusieurs mois, certains étudiants font en sorte qu'aucun cours ne puisse continuer. La méthode est simple et efficace. Bon, je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire dans ce bâtiment. Je ne sais pas si des cours ont encore lieu ici, mais je suis d'avis qu'il faut maintenant aller interrompre les cours dans un autre immeuble. Au début, c'était contre les frais universitaires, une colère qui vraiment aurait dû être ciblée contre le gouvernement. Mais je crains que ce mouvement n'ait perdu de vue ses objectifs. Désormais, on a l'impression d'être face à une bande de jeunes arrogants qui roulent des mécaniques, font de l'intimidation et sèment la peur pour accomplir leurs propres objectifs qui manquent de clarté. Le corps universitaire est furieux. Les manifestants sont de plus en plus provocateurs. Leurs revendications ont changé au fil des mois. De l'université gratuite à la décolonisation de l'enseignement, ils demandent aujourd'hui de meilleurs salaires pour les travailleurs. Ces manifestations feraient plutôt sourire si elles n'avaient pas été endeuillées la semaine dernière par la mort d'un étudiant écrasé dans le chaos général de ces mouvements spontanés. L'Etabo soutient pourtant toujours les manifestants. Il étudie à l'université du Cap depuis 4 ans. Comme sa petite amie, il a dû emprunter pour financer ses études. Il doit aujourd'hui plus de 15 000 € et il trouve la situation bien injuste. Les étudiants dont les parents peuvent payer leur scolarité, ceux qui n'ont pas besoin d'emprunter de l'argent, eh bien quand ils commencent à travailler, ils n'ont pas d'énormes dettes. Donc ça d'emblée, ça crée une inégalité. Même si des gens comme moi obtiennent le même diplôme et le même salaire, nous serons obligés de rembourser le gouvernement qui nous a permis, par ce prêt, de faire nos études. L'Etabo fait partie des 2 millions d'étudiants qui ont été aidés par le gouvernement via cette institution. On répond ici à plus de 1200 appels par jour. Les prêts sont accordés en fonction des résultats scolaires et ils sont transformés en dons si l'étudiant est excellent. Ils ne sont remboursables que quand l'étudiant travaille. Le système est bien rodé mais manque toujours de fonds. Le gouvernement vient d'injecter 300 millions d'euros supplémentaires. Un effort important mais qui reste insuffisant pour faire face à l'arrivée de nouveaux bacheliers. Le gouvernement fait de gros efforts. Nous pensons que l'éducation gratuite pour les plus pauvres, c'est quelque chose qui est possible. Mais bien évidemment, cela va nécessiter un partenariat avec le secteur privé, car il faut bien que quelqu'un paye la facture.
La facture, c'est bien ce que le gouvernement est en train d'établir. Ça fait presque une année qu'une commission présidée par un juge écoute des dizaines d'experts sur les frais d'enseignement, de transport ou de logement. Le rapport qu'elle adressera en novembre prochain au président Zuma promet une refonte totale du système. D'après les termes du mandat qui nous a été confié, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur les questions des frais de scolarité. Il faut avoir une vision plus globale. Gardez à l'esprit que l'une des principales revendications de ce mouvement, c'est ce que les manifestants appellent la décolonisation des universités. Et ça sous-entend qu'il faut repenser les programmes, le contenu même de l'enseignement académique. La commission prend son temps, mais les étudiants sont impatients. Dans tout le pays, les manifestations continuent. Dans la ville du Cap, 9 véhicules ont été incendiés cette semaine. Les dégâts à travers le pays sont estimés à plus de 40 millions d'euros. Le mouvement perd en popularité. Il faut trouver de meilleures manières de protester. Bien sûr que notre cause est noble, mais on ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas bien de faire ça. Plus de 500 étudiants ont été arrêtés. Les manifestants dénoncent les brutalités policières et ils affirment qu'ils ne négocieront pas si leurs leaders ne sont pas relâchés. Aucune concession n'est possible tant que notre leader Mandlou est en prison, parce qu'il est un personnage clé dans ces négociations. C'est lui qui encadre les étudiants sur le campus. Il doit être impliqué dans ce processus. Le dialogue de sourds continue. Personne ne sait si les examens de fin d'année prévus début novembre pourront se dérouler. Qu'importe. Les activistes comme les Tabos sont prêts à perdre leur année. Son sacrifice, explique-t-il, servira aux futures générations. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. C'est une période méconnue des relations entre la France et le Cameroun. Dans les années 1950 et 1960, l'armée française a combattu au Cameroun ceux qu'elle qualifiait de rebelles, les membres de l'Union des populations du Cameroun ou UPC, un parti politique nationaliste de gauche. Une guerre qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts selon les historiens. France 24 a obtenu le récit d'un témoin capital, un reportage en France et au Cameroun, signé Nicolas Germain avec Marcel Amaco, Zigoto Tchoya et Mélina Huet et Sylvain Rousseau. Nous nous rendons dans un village isolé du sud-ouest de la France pour rencontrer Max Bardet. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Bamileke. En tant que pilote d'hélicoptère, il a assisté à plusieurs massacres commis par le régime camerounais, un régime fortement soutenu, armé et financé par la France. Un bel 47 G2, 280 chevaux. Un tout petit hélico, il y a 3 places, tout cassé. L'armée ciblait les villages supposément acquis à l'UPC, un parti qui s'opposait au président Amadou Ahidjo. Pour l'UPC, l'indépendance en 1960 était factice et Ahidjo était aux ordres de la France. Pour la première fois à la télévision, Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. L'ancien soldat dit comprendre la colère de nombreux Camerounais. Moi, je serais à leur place, j'en voudrais. Je serais moune et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français. Ce sont les auteurs du livre intitulé La guerre du Cameroun qui vient de paraître qui ont retrouvé la trace de ce témoin capital. Les Français ont continué de façon très discrète en pilotant les opérations, plus qu'en étant vraiment massivement sur le terrain, à réprimer non seulement le mouvement nationaliste représenté par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, mais également les populations suspectées de soutenir ces mouvements qui étaient qualifiés de subversifs. Donc ça a été une répression à la fois très discrète
voire secrète, c'est-à-dire qu'en métropole, dans l'ex-métropole, en France, personne n'était au courant que ces opérations militaires étaient en cours. Des opérations à la fois donc très discrètes, très secrètes, et en même temps extrêmement violentes. C'est-à-dire qu'on est, à partir de 1960, dans des logiques de bombardement de villages, de rassemblement de centaines de milliers de villageois dans des villages de regroupement derrière des barbelés, une torture qui se systématise. Les révélations de ce livre, qui fait suite à un premier ouvrage, Cameroun, pourraient avoir des conséquences juridiques et financières pour l'État français. Le gouvernement français est, par exemple, au courant que les Mao Mao, qui ont été réprimés au Kenya à la même période, et selon des modalités très similaires à ce qui s'est passé au Cameroun, ont lancé depuis quelques années des actions en justice contre le gouvernement britannique et ont obtenu gain de cause. Il y a actuellement encore des procès en cours. Et je crois que le gouvernement français ne voudrait pas être confronté à de tels procès, mais surtout que les gouvernements français actuels s'inquiètent des conclusions qu'on peut tirer de cette guerre, puisque cette guerre n'a pas été seulement un moment de répression, mais ça a permis d'installer un système de gouvernance, à la fois au Cameroun, mais plus globalement dans toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique. Aller y regarder de plus près sur cette guerre implique également de s'interroger sur les conséquences à long terme pour beaucoup de pays. Et ça, je crois que ça inquiète beaucoup les dirigeants français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Sur place au Cameroun, certains se souviennent encore de la période des massacres. Tadeye Melon a été le garde du corps du dernier grand leader historique de l'UPC, Ernest Ouandié. C'était seulement une guerre sans pitié. Ils bombardaient sans connaître même si c'est un homme ou c'est un enfant. Ils bombardaient ça. Tadeye Melon a combattu pendant des années dans la région des Bamileke contre les forces françaises et le régime camerounais. Il a été grièvement blessé. Je me suis renversé dans un trou quand nous sommes tombés dans une embuscade avec Wandi. Je suis tombé dans un trou évanoui. On m'a transporté pour aller laisser à l'hôpital. Il ne regrette en rien ses années d'engagement. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Lentement, la position officielle de Paris évolue. En 2009, le Premier ministre François Fillon parle de pure invention lorsque la France est accusée d'avoir assassiné des dirigeants politiques au Cameroun. L'an dernier, à Yaoundé, François Hollande est le premier président français à admettre qu'il y a bien eu une répression, mais sans reconnaître le rôle de Paris. Aujourd'hui, certaines associations camerounaises veulent aller plus loin et comptent bien demander des réparations à la France pour sa participation dans cette guerre très discrète, mais qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, selon des historiens français et camerounais. Le nombre de personnes affiliées à la mouvance salafiste augmente très rapidement en Allemagne. Une tendance qui inquiète les autorités car la plupart des djihadistes allemands qui ont rejoint le groupe État islamique ont fait partie de cette mouvance. Ce nombre croissant s'explique notamment par le prosélytisme assumé de certains prêcheurs salafistes en Allemagne. Selon certaines sources, son propre frère notamment, le réfugié de 22 ans qui a été arrêté alors qu'il préparait un attentat et qui s'est suicidé à Leipzig la semaine dernière, se serait radicalisé non pas en Syrie avant son départ, mais dans une mosquée à Berlin. Qui sont ces prêcheurs radicaux? Quel est leur impact sur les jeunes musulmans? Nous avons rencontré des parents de djihadistes allemands et des experts pour en parler. Anne Maillet. Joachim Gerhardt n'a qu'un objectif dans la vie, récupérer ses enfants. Nous avons rendez-vous avec l'homme d'affaires dans un grand hôtel berlinois. En 2 ans, il s'est rendu à plus de 20 reprises en Syrie pour y chercher ses fils. Ils ont rejoint l'organisation État islamique en septembre 2014 et ont renié leur père. Entre toi et moi, ce sera la guerre, tant que tu ne reconnaîtras pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré et que Mahomet est son messager et serviteur. Sur Internet, il reste des traces de leur vie avant la conversion à l'islam radical. Fabian voulait devenir acteur, mais sur sa page YouTube, les vidéos de vacances côtoient déjà celles de prêcheurs radicaux. Si Joachim monte au créneau aujourd'hui, c'est pour mettre en garde les jeunes et pour dénoncer. À tous ces gens qui prêchent en Allemagne pour un islam radical, j'ai envie de leur dire « Tenez, voilà un billet gratuit pour qu'on vous largue en parachute au-dessus de la Syrie. Parce que s'ils prêchent ici au nom de l'État islamique, mais alors pourquoi ne partent-ils pas les rejoindre là-bas ? Ils n'ont qu'à y aller eux-mêmes, mais ils ne le font pas. Alors il faut les enfermer, et pour longtemps. » Environ 700 jeunes Allemands ont rejoint l'organisation État islamique. Nombre d'entre eux se sont radicalisés en Allemagne au contact de prédicateurs bien connus des autorités,
comme Pierre Vogel, un ancien boxeur, ou encore Sven Lau. Ce converti a fait parler de lui il y a 2 ans en créant une police de la charia à Wuppertal dans l'ouest du pays. L'influence de ces prédicateurs sur les jeunes ne fait aucun doute selon ce spécialiste de l'islam radical. Pierre Vogel ou encore Sven Lau font tous les deux de l'agitation massive contre ceux qui considèrent comme étant des mécréants, notamment contre les chrétiens ou les juifs. Pour certains jeunes, ce discours a eu pour conséquence d'inciter au passage à la violence, même si Sven Lau ou Pierre Vogel ne prennent pas ce passage à l'acte. Ce que l'on constate, c'est que beaucoup de jeunes qui ont participé à ces campagnes de distribution du Coran, ici en Allemagne, se sont radicalisés et ont décidé de rejoindre la Syrie. Selon ses estimations, un djihadiste allemand sur 5 aurait évolué autour du mouvement La Vraie Religion qui distribue des Corans dans toute l'Allemagne. Sur le net, les organisateurs proposent des conversions express, des Corans et des tapis de prière gratuits. Youssouf, le fils de Neriman Yaman, a suivi ce parcours. Sa mère vient de publier un livre intitulé « Mon fils, le salafiste ». Youssouf est accusé d'avoir planifié et opéré un attentat à la bombe contre un lieu de culte sikh. Ces stands de distribution du Coran ont eu une grande influence sur mon fils. Tout à coup, il était entouré de soi-disant grands frères avec lesquels il a ensuite commencé à fréquenter d'autres mosquées. Face à la dérive de son fils, Nerima Yaman s'est senti abandonnée par les autorités et les responsables religieux. Je me suis adressée à une trentaine de mosquées. Aucune d'elles ne m'a prise au sérieux. J'aurais aimé que l'on me recommande des imams, des centres de conseil, mais rien. Aujourd'hui, les autorités tentent d'endiguer le phénomène. Depuis septembre, Sven Lau est notamment poursuivi pour soutien au terrorisme. Le parquet l'accuse d'avoir radicalisé des centaines de jeunes musulmans et d'avoir organisé le départ en Syrie de 2 Allemands. Mais le syndicat de la police estime que la justice doit frapper plus fort. Le problème est que ces personnes sont complètement fanatisées. Et on ne peut pas partir du principe qu'on pourra les réintégrer au sein de la société. Ils doivent donc être poursuivis avec toute la rigueur de la loi et placés sous observation permanente. Seulement pour l'instant, les forces de l'ordre n'ont pas les moyens en termes de personnel pour effectuer une telle surveillance. Ces 3 dernières années, le nombre de radicaux affiliés à la mouvance salafiste en Allemagne a quasiment doublé. Il serait aujourd'hui plus de 9000. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Chef-d'œuvre naturel à la croisée des Pyrénées et de l'océan Atlantique, le Pays Basque a su préserver nombre de ses traditions séculaires. Code 24 vous fait découvrir 2 d'entre elles. La première, la pêche artisanale à travers le chantier naval de restauration de Socao à Cibourg. Et la seconde, la pelote basque grâce à Jean-Louis et Peyo González, fabricants de Chistera. Ce curieux gant d'osier qui sert à renvoyer la balle. Il y a une vraie tradition de la marine sur la côte basque, bien que la côte basque ne soit pas très grande. Il n'y a que 3 ports, mais il y a une vraie histoire maritime au Pays Basque, bien sûr, avec des bateaux traditionnels et qui naviguent encore. La pelote en elle-même, ça fait depuis des millénaires que tous les peuples ont joué à la pelote, que ce soit les Grecs, les Romains, les Égyptiens, et les Basques, eux aussi, ils se sont appropriés ça, et ils ont fait leur langage, leur lexique. Et c'est pour ça qu'on parle un petit peu le basque un peu partout. On dit que le basque est né avec une pelote en la main. Vous voyez, c'est ancré dans, disons, la génération basque. Chef-d'œuvre naturel à la croisée des Pyrénées et de l'océan Atlantique, le Pays Basque bénéficie d'une situation maritime exceptionnelle. Jadis terre de baleiniers ou de corsaires, le littoral basque entretient toujours un lien étroit avec l'océan. Nous sommes ici au bord du port de Socao, donc à l'entrée de la baie de Saint-Jean-de-Cibourg, qui a été, je crois, longtemps le premier portonnier et sardinier de France.
Donc aujourd'hui, l'activité est moindre, mais il reste encore beaucoup de bateaux qui naviguent encore à la pêche professionnelle. Dans le port de Cibourg, on rénove la flottille de ces bateaux de pêche artisanale, comme l'aventurier venu faire peau neuve à Sokoa. C'est un bateau en bois qui fait partie d'une série de 5 ou 6 bateaux qui ont été construits par nos prédécesseurs. Donc dès que les bordées commencent à faiblir, il faut les changer. Après, au niveau de sa pêche, c'est effectivement une pêche assez traditionnelle d'ici, avec un grand filet qui entoure le banc de poissons. Et il reste que quelques bateaux qui pêchent comme ça ici aujourd'hui. Minutieusement restauré, le vieux filayeur retrouve une seconde vie, comme un symbole de la préservation de la tradition vivante des métiers de la mer. Il reste ces bateaux en bois qui font partie du patrimoine, mais c'est évident qu'un jour il y en aura beaucoup moins. Mais il y a toujours des gens intéressés et passionnés, un pour les entretenir et deux pour les faire naviguer. Le Pays Basque, c'est aussi l'histoire d'un autre héritage. Dans tous les villages, sur toutes les places publiques, on s'adonne à la pelote. Véritable marqueur de l'identité régionale, ce jeu millénaire se pratique ici comme une tradition populaire. Dans nos écoles ici au Pays Basque, on a tendance à prendre une pelote. Il y a tout le temps des petits frontons dans tous les préaux. Il y a une ligne qui traîne, donc on joue d'abord à la main nue. Tout commence à la main nue. Parfois lancée à plus de 300 km/h, la pelote exige agilité et précision. Le but, mettre l'équipe adverse hors de portée de balle dans les limites de l'aire de jeu. Ça se joue en 2 manches gagnantes, donc en manche de 15. Et s'il y a une manche partout, on passe à une 3e manche qui se joue en 10 points. Voilà. Alors on peut la jouer soit à la volée, soit après un bond, et bien sûr les mettre dans l'aire de jeu, là où il n'y a pas l'adversaire. Ce jeu d'opposition indirecte compte aujourd'hui une vingtaine de variantes. Une pratique qui a fait le tour de la planète depuis les campagnes du Pays Basque. Sur les 5 continents, on joue à ce sport-là. Et donc c'est vraiment une belle carte de visite qu'un sport basque. Parce que le Pays Basque, c'est un petit pays et que son sport se pratique dans le monde entier. C'est vraiment fabuleux. Aux côtés de son père, dans le dernier atelier de France, Peyo se consacre aujourd'hui à la confection de ce gant d'osier qui sert à renvoyer la balle, la chistera. Depuis tout petit, je suis dans l'atelier, donc j'ai vu mon père travailler, mon oncle travailler, mon grand-père aussi, et j'ai appris plus ou moins en voyant, en reproduisant tous ces petits gestes-là. C'est beaucoup d'apprentissage, vous savez, de petits gestes qu'on n'apprend pas, mais qu'on voit et qu'on fait plusieurs fois et qu'on garde. Depuis 1887, la famille González perpétue le façonnage manuel du chistera. Le tressage de l'osier et du châtaignier est un art qu'aucune mécanique ne saurait reproduire. Toutes les chisteras sont différentes, il n'y en a aucune de pareille. Pourquoi? Elles se fabriquent toutes à la main, et alors en plus, tous les joueurs ont des mains différentes. On peut avoir des petites mains, des grandes mains, des gauchers, des droitiers. Donc en fin de compte, on fait tout sur mesure. La naissance du chistera commence l'hiver en lisière de forêt. La sélection des essences de bois est décisive pour son cintrage. On va enlever le cœur et l'écorce et garder l'aubier, c'est-à-dire des baguettes comme ça, que l'on va travailler sur ce banc de tonnelier. Avant on faisait des lattes pour faire les tonneaux avec, mais nous on s'en sert pour faire des chisteras. Voilà. De cette grosseur. Et à partir de là, quand il est vert, il est très très flexible et on peut lui donner des courbures, et notamment la pointe, on arrive à le tordre, laisser une ficelle pendant 2 mois, et après on arrive à avoir la colonne vertébrale du chistera, le cerceau tout par-delà. Un savoir-faire de fine précision qui rencontre bien d'autres métiers de l'artisanat. Vous avez le travail de l'ébéniste, c'est-à-dire la préparation de tout le bois. Ensuite, nous avons le tressage, c'est-à-dire le travail du vannier. Et la 3e partie, c'est le cuir où on met la main dedans. Un héritage préservé et des traditions perpétuées, conditions essentielles au renouvellement du patrimoine local. C'est une histoire de famille, de père en fils. Moi, je suis la 3e génération et mon fils 4e génération. Et quand on aime, on ne compte pas.
Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.